Nous sommes la première semaine de mars 1942 qui a été marquée pour les Français par le bombardement de Paris par les Anglais, le 4 mars. Et c'est pour ça que nous sommes avec Henri Amouroux, qui est le grand spécialiste de l'opinion publique en France pendant la guerre, et qui vient de publier le 9e tome de cette histoire, qui serait donc logiquement à peu près à cette place, qui depuis 16 ans, donc, étudie au microscope l'évolution du comportement des Français pendant la guerre. Vous aviez à cette époque, dans les 20 ans? Oui, 20 vous avez ans. été resté 20 ans, 20 ans, oui. J'avais 20 ans. Et j'ai envie de vous demander, puisque nous sommes presque de la même génération, je suis plus jeune quand même, quelle nouveauté ces livres apportent à votre propre expérience vécue de l'époque? C'est-à-dire en quoi l'étude d'un historien renouvelle ce que vous avez vécu comme citoyen? Lorsqu'on vit des choses comme citoyen, on ne s'aperçoit pas qu'on les vit. On est pris par la vie quotidienne, on est pris par le besoin, par la nourriture, dans des périodes comme celle-là. On est pris par les soucis de chaque jour. On ne voit pas l'époque se développer. C'est comme on ne voit pas ses enfants grandir. Si bien que ça a dû vous arriver lorsque vous étiez jeune, votre père, votre mère, mais votre père sans doute, vous mettez contre la porte et vous mettez un livre au-dessus de votre tête et vous mettez une petite marque au crayon. Et comme ça, il y avait des points de repère. On n'a pas de point de repère quand on est engagé dans une époque aussi difficile, aussi dure, aussi dramatique. Et j'ai écrit 10 livres, car il y aura un 10e, je l'annonce tout de suite, non pas pour le plaisir d'aligner des lignes après des lignes, des pages après des pages, et de travailler vraiment avec passion à cela, mais pour montrer l'évolution du peuple français pendant 4 ans. Les Français de 44 et les Français de 40 ne sont les mêmes que pour l'état civil, contrairement à ce qu'ils croient, car on raconte beaucoup de blagues. Il faut longtemps pour qu'un peuple sorte du tombeau, il faut longtemps pour qu'un peuple émerge de cette défaite. Le juin 40, juillet 40, ce sont des mois épouvantables. La France est chaos, les Français sont chaos, non pas debout, chaos couché. Ils ont perdu tout espoir. Nous avions l'armée la plus puissante du monde. Nous étions les vainqueurs 1918, les héritiers des armées de l'Empire. Et tout ça s'effondre en 5 semaines. Et nous voyons la puissance allemande, nous la constatons. J'étais en zone occupée, j'étais à Bordeaux, nous la constatons physiquement. Je vous assure, c'était très frappant de comparer les soldats français défaits, malheureux, mal habillés, mal armés, et l'armée allemande qui arrivait et sa toute puissance. Eh bien, pendant 4 ans, c'est l'histoire de cette très lente évolution que je me suis efforcé d'expliquer, non pas simplement à travers l'opinion, bien que l'opinion, je la connaisse à travers des milliers de lettres de lecteurs, puisque beaucoup de lecteurs, je leur ai demandé, retrouver, non pas vos souvenirs, car la mémoire est infidèle, vous le savez bien, retrouver les documents d'époque, les lettres de vos parents, les lettres qu'écrivaient vos parents, les journaux que vos parents tenaient, car on tenait des journaux. Tenez, cher ami, dans 50 ans, si quelqu'un veut faire sur notre époque ce que j'ai fait, il ne pourra pas le faire comme je l'ai fait. Pourquoi? Parce qu'on n'écrit plus. J'ai 4 enfants, je ne leur écris plus, je leur téléphone. Vous avez sans doute des enfants, vous ne leur écrivez plus, vous leur téléphonez, vous leur écrivez peut-être, mais vous leur téléphonez plus souvent que vous leur écrivez. Et cela permet la reconstitution et la dissipation d'un certain nombre de mensonges. On y reviendra tout à l'heure, Absolument. quand on aura vu ces actualités. On va d'abord voir les actualités allemandes, puis nous verrons les actualités anglaises, et vous interviendrez dès que vous le souhaitez. Ein Reservelazarett im schönen Salzkammergut. Hier können die Verwundeten, die sich auf dem Wege zur völligen Genesung befinden, Wintersport aller Art treiben und neue Kraft gewinnen. De la France. Et puis, il y a à peu près 1000 morts. Il y a 1000 morts. Pourquoi? Parce que les Anglais cherchent à bombarder des usines, Renault, des usines de production d'automobiles, de camions, de chars, et tapent, mettre qu'il y a de la DCA ou taper fatalement à côté. Et les Allemands vont exploiter cela. Car dans les images, ce qui est symptomatique, c'est qu'ils rappellent Dunkerque. Ils rappellent Dunkerque, ils disent les Français sont pilonnés, sont massacrés par leurs anciens alliés, par les alliés qui ne les ont pas aidés au moment de la guerre, au moment de Dunkerque, au moment de 40. Ils n'ont pas aidé, et à ce moment-là, ils viennent les bombarder. Il faut dire aussi quelque chose, c'est que la défense passive française a été très mal faite, très mal organisée, si bien que d'ailleurs on ne le sait sans doute pas. En France, il a péri 62 000 personnes tuées par des bombardements, c'est-à-dire un tout petit peu plus qu'en Angleterre. Les Anglais ont perdu 60 000 personnes tuées par des bombardements, y compris par les V1 et par les V2, et nous, 62 ou 63 000. An der Kanalküste. D'avril 1942, 2 millions de tonnes et 112 pétroliers américains.
Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de préparation américaine, parce que toutes les côtes restaient illuminées, que les voitures gardaient leurs phares allumés, la défense passive n'existait pas. Et les sous-marins allemands, c'est exact, n'ont eu aucune perte. Ces 12 sous-marins allemands qui se sont relayés en 2 équipes, si j'ose dire, non, aucun d'entre eux n'a été coulé. Et les Américains se sont retrouvés devant une situation extraordinaire, si bien que c'est Churchill qui a rencontré Roosevelt qui lui a dit on ne peut pas continuer comme ça ne peut pas continuer comme ça, il faut faire comme nous, il faut organiser des convois. Voilà. Vor Leningrad. Wie der Wehrmachtbericht wiederholt meldete, beschoss schwere Artillerie des Heeres mit beobachteter Wirkung kriegswichtige Ziele der Stadt. Die Bomben trafen fast ausschließlich Mietshäuser und Siedlungen der Pariser Arbeiterviertel. Über 1000 Tote und 1200 Schwerverletzte sind die Opfer dieses Anschlages. Ganze Häuserreihen wurden durch Bomben schwersten Kalibers weggerissen. Der britische Luftfahrtminister Sinclair brüstete sich noch mit dieser Aktion, die er als äußerst erfolgreich erklärte. Die Gebäude seien wie Kartenhäuser zusammengefallen. Am nächsten Tage wurde vom Londoner Nachrichtendienst als ein erheiterndes Erlebnis folgende Beileidskundgebung Churchills verbreitet. Die Regierung seiner Majestät bedauert den Tod derjenigen, die das Opfer des Bombardements von Paris geworden sind und drückt den Familien, die so grausam getroffen wurden, ehrerbietiges Beileid aus. Wir grüßen die Toten des Pariser Gebietes mit entblößtem Haupt. Das sind die Opfer des britischen Luftangriffes. Französische Arbeiter und Arbeiterinnen, deren Väter, Söhne und Brüder den Rückzug der Engländer bei Dünkirchen decken durften. So sieht der Dank der Engländer aus. Eine französische Zeitung schreibt dazu: Im Verlauf der Kämpfe von 1940, als es darum ging, die drohende Niederlage abzuwenden, sah man keine englischen Flugzeuge am französischen Himmel. Heute finden die gleichen Flieger mutig ihren Weg nach Frankreich, um französisches Blut zu vergießen und wehrlose Zivilisten zu töten. Selbst Krankenhäuser wurden von den englischen Bombenschützen nicht verschont. In einer Botschaft Marschall Pétains an das französische Volk heißt es: Die Geschichte wird diese verbrecherische Tat des früheren Verbündeten richten, der unsere Soldaten während des gemeinsamen Kampfes allein Oui, là, il faut dire que nous sommes à un moment où Rommel remporte de grands succès et Darlan, qui avait commencé à être refroidi par les réticences d'Hitler à recevoir son appui, Darlan, devant les victoires allemandes, est à nouveau fasciné et il autorise le passage discret mais effectif en février-mars de matériel par l'Afrique du Nord, alors que, en principe, c'était quelque chose que Pétain et Weygand avaient promis de ne pas faire. Et quand Weygand, une fois de plus véhément, proteste contre cette collusion avec l'ennemi, Darlan dit on est obligé, autrement ça sera la catastrophe. C'est-à-dire qu'il pressent ce durcissement de l'Allemagne que Laval plus tard va essayer un peu de contrôler, si on peut dire. Generaloberst Rommel besichtigt ein britisches Nachschublager, das von unseren Truppen in schnellem Vorstoß genommen wurde.
Diese Panzerkampfwagen wurden von unseren Stukas zerschlagen, ehe sie noch zum Einsatz kamen. Die deutschen und italienischen Panzer bleiben weiter am Feind. Alors, Henri Amouroux, votre action globale devant ces activités allemandes, comparée à vos souvenirs? Oh, c'est difficile de comparer à des souvenirs qui ont 50 ans. Comment voulez-vous qu'on compare à des souvenirs qui ont 50 ans? Tout de même, ce que l'on ne voit pas, ce que les téléspectateurs ne voient pas, et ce que les spectateurs de 1942 ne voyaient pas, c'était la défaite allemande en Russie. Car l'on voit une grande organisation, des traîneaux, les avions qui amènent des hommes, qui amènent du courrier, etc. Mais en vérité, les Allemands avaient reculé de 150 à 200 km. Moscou était sauvé. Les divisions sibériennes étaient arrivées au secours de Moscou. Tout ça, on ne le voit pas, on ne s'en rend pas compte. Est-ce qu'on s'en rendait compte en 1942? Oui, je le crois. D'abord parce qu'on écoutait Londres en 1942 et que Londres le disait. Ensuite parce que, quand même, les communiqués étaient bien obligés, les communiqués allemands étaient bien obligés de reconnaître qu'il y avait des batailles en retraite. Et puis également, il y avait quelque chose auquel on ne pense pas aujourd'hui, c'est qu'il y avait la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Et qu'il y avait des gens qui se trouvaient engagés à l'Est, pas très nombreux, mais qu'il y avait à Paris, notamment à Paris, des réunions de propagande dans lesquelles les gens venaient expliquer que c'était très dur de se battre à l'Est, qu'il faisait très froid, et certains d'entre eux racontaient qu'étant engagés devant Moscou, ils avaient commencé la bataille à moins 10, si vous voulez, ou moins 8, ou moins 10, et puis dans la nuit, ils avaient fait moins 30 ou moins 35. Alors on se rendait bien compte. Et les Français, surtout, étaient pétris d'histoire napoléonienne. Et ils savaient que l'hiver russe était quelque chose de redoutable. Et ils se disaient que 1942, ça pouvait être 1812. Je vous assure que véritablement, pour beaucoup de Français, cette image était présente dans leur esprit. Une image scolaire, bien sûr, mais pourquoi une image scolaire ne serait-elle pas valable? Oui, mais moi, honnêtement, je n'ai pas gardé le même souvenir que vous. Moi, j'ai gardé le souvenir que les Allemands, à l'époque, pas comme historien, que les Allemands étaient arrêtés devant Moscou, qu'ils avaient reculé, une sorte de nécessité pour préparer la campagne suivante, mais je n'ai pas eu du tout le sentiment, à écouter les informations de l'époque, qu'ils avaient subi la grande défaite qu'on connaît maintenant, et qui n'était pas une défaite seulement de 100 ou 50 km, mais de 1 million d'hommes hors de combat. Mais ça, bien entendu. Oui. Personne n'établissait de statistiques. C'était Non, pas mais les Allemands qui en fournissaient. Oui. Mais on se rendait bien compte qu'ils n'avaient pas pris Moscou, qu'ils n'avaient pas pris Leningrad. Ça, on le savait, on se rendait compte de cela. C'était un arrêt. Très important. C'était vécu comme un arrêt ou comme une grande défaite? Je crois que c'était vécu comme une grande défaite. Je me souviens, puisque vous m'en parlez, on lisait dans les journaux qu'il y avait une campagne d'hiver pour fournir des bottes aux Allemands, aux soldats allemands, pour leur fournir des vêtements. Ce mot campagne d'hiver me revient brutalement à la mémoire, parce qu'on lisait cela, n'est-ce pas? Non, je crois que les Français ont pensé 1942-1812. Et d'ailleurs, puisque nous en parlons, ça me revient aussi à la mémoire, c'était à la craie. Il y avait ce mot 1812 écrit sur les murs de la France occupée. Mais oui, c'est une leçon, là, parce que ça prouve qu'on ne peut pas se fier à sa mémoire, puisque je n'ai pas la même que vous. Vous n'étiez pas peut-être dans la même ville? Non, mais j'étais à Paris et puis à Grenoble. Mais à Grenoble, vous étiez en zone non occupée? J'étais en zone non occupée, et dans mais à zone Paris, non j'étais en occupée. zone occupée. Mais en zone non occupée, il n'y avait pas ni les mêmes affiches, ni les mêmes slogans, ni les mêmes journaux. Et on ne lisait pas les mêmes choses. Et vous écoutiez Genève, et en zone occupée, on écoutait Londres, beaucoup plus que Genève. Vous savez, chacun a vécu son expérience dans sa ville, dans le moment, dans sa famille, d'abord, dans sa famille, dans sa ville, dans son milieu. Mais alors, du coup, ça met en doute les témoignages. Ça met en doute tous les témoignages, sauf ceux qui sont écrits sur le moment, et encore, il faut-il savoir qu'ils sont proprement personnels, qui sont faits à partir de tout un tas de racines familiales, d'éducation, enfin bref, vous savez ça mieux que moi.
Mais alors l'historien, qu'est-ce qu'il fait quand il a des témoignages de ce type? L'historien, vous le savez bien, l'historien il essaie de se débrouiller dans tout ça et d'essayer de trouver non pas la vérité qui n'existe pas, mais une reconstitution aussi honnête que possible de l'époque. En n'oubliant pas qu'il écrit pour des hommes qui vivent en 1991, en 1992, puisque nous sommes en 1992, et que ces hommes ont la télévision qui n'existait pas, l'avion en réaction qui n'existait pas, le transistor qui n'existait pas. Donc il faut expliquer que tout ça n'existait pas. On va voir maintenant les actualités anglaises, et peut-être que là nous aurons plus de points d'accord. Here is the world's news in pictures, and this is Pathé Gazette screening it. A raid on the Nazi radio location post near Havre gave us another example of perfect cooperation between the Navy, Infantry, Air Force, and paratroops. Even the ship's dog mascot was prepared for any eventuality. They hadn't got 9 life belts to spare for the cat. The action took place at night, so I'm afraid you must be content with pictures of the final preparations for the raid. An attack of the kind under review needs much preliminary work in order that the operation shall be carried out without a hitch. In the actual raid, under cover of darkness, landing craft were lowered from the ships and silently set out for the shore. As newsreel pictures cannot be taken in the dark, the cameraman stayed aboard in order to film the return of the heroic band after the raid. While events of this nature were proceeding at sea and on the beach, there was much activity in another direction. The shock troops of the job on hand were making ready to play their part. So we switched to the paratroops, seen here at one of their training stations, doing just those things they were called upon to do in earnest in the real raid. When the paratroop carrying planes reached their objective, the signal was given and a force of determined British soldiers dropped to earth. By the way, although the Brunval raid has its particular significance, it was by no means a major operation. But we fervently hope that it'll prove to be just a foretaste of other medicine to come. We've been told that we shall hit the Hun wherever he may be found. Well, we know he's on the other side of the channel, and we must hit him good and hard there, just as we all hope to finish him off in Germany. Just as in these pictures, the paratroops in the darkness set out for the radio location post. The destruction was completed, not without opposition from the German guards, but it was completed. And now we come to authentic pictures of the return from the actual raid. The job well done and everybody in excellent spirits, although there are quite a lot of black looks. Black because the raiders had blacked their faces so that the Nazis would be like the chap who looked for a black cat in the coal cellar. A new type of stretcher makes the transport of wounded an easier task for the RAMC men. Of course, there's the matter of prisoners. Our boys grab some and they're having the experience of their lives. They're on their way to a free country, although they'll not be free until the world mess is finally cleaned up. We won't finish our story with shots of Nazis, even though they're out of the war. So let's turn to a much more refreshing picture. Wing Commander Pickard, who led the planes that dropped the paratroops at their objective. A very gallant gentleman. Il s'agit vraisemblablement de l'opération contre Brunval, qui a lieu dans la nuit du 27 au 28 février 1942. Les Anglais engagent 70 hommes. Pourquoi faire? Pour prendre 2 radars allemands, l'un qui s'appelait Freya et l'autre qui s'appelait en nom de code W110, 2 radars dont ils ne connaissaient pas le mécanisme et qui les gênaient beaucoup. Alors l'opération va réussir. Ils perdront 4 hommes, 1 mort, 3 prisonniers sans doute, et les Allemands auront 2 prisonniers, mais c'est pas ça qui importe. Les 2 radars en emportent ce qui est essentiel, les éléments essentiels de ces radars.
Full speed ahead go the warships of Uncle Sam, with Remember Pearl Harbor as their battle cry. The United States Pacific Fleet strikes with sea and air units against Japanese bases in the South Sea Islands. These are the first pictures to arrive of American forces in action and of Japanese territory under attack. On the flight deck of an aircraft carrier assemble planes for a mass assault on the Japanese naval bases on the Marshall and Gilbert Islands. The carefully planned attack was a major success, and although victories for the Allies in the Pacific have been sadly lacking, this was a victory, and don't let's forget it. The aircraft carrier prepares to discharge her fleet of fighter bombers, sending them to raise hell in the Jap military installations on shore, hitting hard with bombs, torpedoes, and gunfire at everything in the harbors. From other warships, seaplanes are catapulted into space in this two-fisted surprise attack. The Japanese Marshall Group of Islands lie 2,000 miles from Pearl Harbor, and it was from there the Japanese aircraft were believed to have set off when Japan swooped down on Wake and Midway Islands. Now it's America's turn to take the offensive. Lying offshore, the attacking warships let everything go after finding the range of the target. A terrific bombardment as shells explode on the shoreline and interior of the harbor. In the words of the song, they're shooting the works for Uncle Sam. As is to be expected, Jap warplanes sally forth to try and break up the attack. But this time they're up against something. No sitting target this, but a fighting unit come out into the open sea to repay a debt. There's trouble. After being hit, the Jap pilot parallels the course of the carrier, evidently trying to commit harikari on the deck. He finished up in a death dive into the sea, close to the bow of the ship. Every gun in the battle fleet hammers away at the shore batteries and the now severely damaged vessels in the harbor. British-owned Bacon Island, now in Jap hands, is also attacked. A great ball of smoke goes up as oil tanks are hit and ignite. Ammunition dumps explode and add to the unhealthy atmosphere on the islands. At the cost of 11 U.S. planes lost, the combined sea and air attack resulted in heavy Japanese losses. A light cruiser, a destroyer, and 2 large submarines. A liner, 3 tankers, 5 cargo boats, 2 auxiliaries, 2 minesweepers, a number of small harbor craft, 38 planes shot down, and many destroyed on the ground. There you have the sum of a first-class American victory. Another revealing story of British aircraft production comes with a visit by Pathé Gazette cameramen to a factory where men and women are building and assembling large numbers of the celebrated Boulton Fall Defiant fighter aircraft. From the maze of precision instruments and workshop tools fashioned the planes which produced one of the first air surprises of the war. Over the beaches of Dunkirk, the Germans got the shock of their lives when, after getting on the tails of the Defiants, they were shot down apparently from nowhere. The backward-firing, power-operated 4-gun turret ripped the Luftwaffe planes to pieces. In the tail unit assembly shop, girl operatives rivet the sections and fit the outer metal skin to the tailplane. With the increasing development of night-flying interceptors, the Defiant has proved an excellent night fighter and is now sharing that important duty with the Beaufighter, the American-built Havoc, and others. Elevators and rudders are here being covered. The fabric is then given its doping process. Sewing is an operation which calls for infinitely more skill than ordinary stitching.
Later on, when construction is completed, the whole machine will be sprayed with the black paint worn by all our night fighters. The gun turret, the real sting of the Defiant, and the air screw spinner and engine cowlings are fitted. A final check-up on the retractable landing gear, and another fine machine takes its place in the line drawn up on the tarmac. Before delivery to any squadron, the planes are taken up by test pilots, men who, as physicians of the air, diagnose every characteristic of each plane as they subject it to a whole catalogue of excessive tests. The first time this type of machine was used on a large scale, one squadron shot down 37 German fighters and bombers without loss, and in 3 days accounted for 60 enemy aircraft. Powerful, defiant, and as dauntless as the brood that gave it birth. Moi, ce qui m'a frappé, avec le recul de l'histoire, puisqu'on parlait de mémoire et d'histoire tout à l'heure, c'est de découvrir très tard qu'en 1941, les Allemands ont construit 11 000 avions, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, et que les Anglais en ont construit 21 000. C'est-à-dire qu'il ne me venait pas à l'esprit à cette époque que les Anglais construisaient presque 2 fois plus d'avions, en dépit des bombardements, que les Allemands. Ce qui témoigne d'un effort de guerre absolument extravagant. Et alors je voudrais attirer notre attention sur ce qui va suivre. C'est un document sur les Japonais, dont les Anglais stigmatisent les crimes à Hong Kong et en Chine. Écoutez le ton du speaker, c'est du jamais entendu. Look carefully at this man. He's the Emperor of Japan, whose forces have committed the appalling atrocities against British Empire and Chinese troops, and civilians, men and women in Hong Kong. These are the swine who bound and bayoneted our helpless soldiers in their hands. If these pictures serve to kindle a flame of vengeance throughout the civilized world, they will have served their purpose. Let the cry be vengeance, bloody vengeance. Oui, le ton est absolument stupéfiant, c'est du jamais entendu pratiquement. Il faut dire que les Japonais se montraient très inhumains envers leurs prisonniers. Pourquoi? D'abord, ils n'avaient pas signé les conventions de Genève, mais c'est pas ça. Pour un soldat japonais, il ne fallait jamais se rendre. Le code de l'honneur était de se suicider, de mourir sur place et de se suicider, ce que font beaucoup de soldats japonais. Alors, ils traitaient leurs prisonniers comme des moines riens, comme de la vermine, et ils ont organisé de véritables marches à la mort. Lorsque les Philippines ont été prises par les Japonais, 25% des soldats prisonniers sont morts en quelques semaines, en tout cas. For many months, Leningrad has shared with Tobruk the distinction of being the longest beleaguered garrison town of this war. Her wide terraces, sweeping down to the Gulf of Finland, have been transformed. Thousands of her citizens participating in the erection of its strong defenses. In her factories, which are producing everything the front requires, this is the famous Kirov works, all the plants are working at full capacity. They're even able to help supply the rest of the Soviet Union. In the factories, new reserves are being trained for Russia's home guard. Here, indeed, is the point where the home front of production merges with the actual fighting front. Leningrad is the home of the Soviet Baltic Fleet. Since the beginning of the Russian campaign, gunners of the Red Fleet and coastal batteries have been in operation in conjunction with army units in the defense of the important eastern Baltic port. The guns of Stalin's warships are guarding the great naval base at Kronstadt and the enormous canal system that flows from Leningrad to the Arctic seas. In July last year, the government of Poland and Soviet Russia signed an agreement providing for the formation on Russian territory of a Polish army, equipped by Britain and America, to fight alongside Russian troops. They're there to avenge the martyrdom of Poland. Past differences between the Soviet and the Polish Republic have been reconciled, and the two peoples of Eastern Europe are together in the common struggle against the German Reich.
These Poles may well be among the first to re-enter their homeland as the combined forces roll back the German invaders towards the frontier towns of Poland. The Royal Air Force wing of Hurricane fighter pilots and machines has given invaluable help in the Arctic regions of Russia. Their mission successfully completed, the men of Wing 151 are now back in this country. Their function was to demonstrate the Hurricanes in action to the Russians, which they did with conspicuous success at Murmansk, and then hand them over with their equipment to the Red Air Force. Squadron leader Rook, DFC, in command of the 81st Squadron, was awarded the Order of Lenin by the Soviet government for valor in action. Sergeant Pilot Howe was also decorated by the Soviet government. We're glad to be able to give you the name of this gallant NCO. The fine fighting record of our men included many highly successful dogfights with the Germans and the provision of fighter escort for Russian bombers out on offensive operations. We now switch over to the Moscow front, where Soviet cavalry, making full use of the winter conditions, are on the trail of the retreating Germans. The Soviet army still maintains the old fighting tradition of the Cossack horsemen. This is the path of the German retreat from Moscow, the high water mark of the Nazi wave that was pounded into immobility. Those who survived began in earnest to fall backwards in Napoleon's footsteps. Frozen corpses have marked the path of two great conquerors who invaded Russia. In a smashing comeback against Hitler's brown hordes, the Red Army inflicted terrible losses. The Führer's dream of a victory parade in Moscow perished with his battered armies. Captured material includes a uniform of the Nordland Regiment. This regiment is composed of Norwegian Nazi quislings. This is the fate of such traitors. German graves. Cemeteries of Nazi soldiers now serve as milestones along the path that leads westward. The Soviet military machine rolls irrevocably westward. Every town in the line of retreat is sacked and destroyed. Burning and pillaging as they go, the Nazis give expression to their rapidly growing feeling of frustration. These German soldiers didn't flee. They hid in a barn and awaited the arrival of Russian troops. They cannot exploit the land as they had hoped. Gloating has given way to gloom. Russia is riding from Moscow towards Berlin. Oui, bien sûr, avec cette phrase, les Anglais nourrissent quelque illusion, mais ce que l'on sait maintenant, et on l'ignorait jusqu'à ces derniers temps, on le sait par les archives russes qui sont ouvertes, c'est que Staline a vraiment cru, en février-mars 1942, que l'offensive pourrait mener beaucoup plus loin qu'elle n'a réussi de fait, l'offensive russe. Et comme on sait, c'est l'été 1942, alors c'est les Allemands qui vont envahir à nouveau l'URSS et atteindre Stalingrad. Mais pour en revenir à l'objet de notre entretien, c'est-à-dire les bombardements en France et les opérations qu'on a vues, je voudrais vous poser deux questions. D'abord, quelle est l'attitude des Français devant ces bombardements, l'attitude quotidienne, enfin, individuelle? Et deuxièmement, est-ce que ça a influé sur leurs sentiments vis-à-vis du gaullisme, de la collaboration et de Pétain? Premièrement, l'attitude va évoluer. L'armée, l'aviation allemande, c'était la terreur. Tout le monde, d'ailleurs, s'enfouissait dans des abris qui existaient. L'aviation anglaise, elle supposait apporter la délivrance. Il y a donc un côté badaud au début. Dans les premiers jours, naturellement, des bombardements, les gens regardent les avions, et la nuit, c'est très beau quand on voit l'avion pris dans un projecteur, les obus DCA. Mais très vite, on s'aperçoit que les bombes arrivent et qu'elles n'arrivent pas fatalement sur un objectif militaire, qu'elles détruisent des maisons, des habitations. Alors, il y a une réaction, naturellement, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, 60 000 morts français et des villes entières vont être rasées, presque à moitié rasées par l'aviation anglo-américaine. Car il faut faire une distinction. L'aviation américaine sera beaucoup moins soucieuse des vies françaises que l'aviation anglaise. Là, les Français faisaient bien la distinction. Tout de même, il est évident que cela frappe les imaginations, beaucoup plus que les imaginations, cela frappe les familles, que l'on va voir les quartiers détruits,
que l'on va le voir, et que la propagande allemande se sert de ces quartiers détruits, de ces images. Elle dit, voyez vos alliés, voyez ces Anglais dont vous attendez la délivrance, dont vous attendez la liberté, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui viennent vous massacrer. Et vous aurez des affiches. Et il y aura sur tous les murs de France des affiches montrant des chapelets de bombes qui descendent sur des foyers français, en direction de foyers français. Est-ce que ça amène vers la collaboration? Non, je n'en crois pas du tout, pas un mot, je ne crois pas ça. En revanche, il est certain que ces bombardements excessifs, trop nombreux, font que les résistants vont interpeller Londres, vont prévenir Londres et dire « fournissez-nous plutôt des objectifs, dites-nous, détruisez telle usine ». Car lorsque vous allez bombarder telle usine, vous allez toucher tous les quartiers ouvriers qui sont autour. Et vous allez tuer des Français, et vous allez tout de même indigner des Français qui vont se retourner pendant 5 jours, 6 jours, 8 jours, pas davantage, mais quand même vont être hostiles. Tandis que nous pouvons détruire cette usine sans faire de dégâts autour. Et ça, c'est très important. Eh bien, Henri Amouroux, merci de ces souvenirs qui sont aussi, cette fois-ci, un diagnostic. On voit un peu plus clair sur ce passé qui a été douloureux, et quelquefois sans qu'on l'ait voulu, puisque ça venait de nos amis.